Bonjour tout le monde et bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode d'Alter Ego qui clôt cette petite collection de débats vidéo autour des questions d'égalité et d'inégalité, de race et de racisme, d'affirmation et de discrimination dont Mediapart a confié les clés à Rokhaya Diallo. Bonjour Rokhaya. Bonjour. Pour ce dernier épisode, nous allons notamment traverser l'Atlantique puisque vous avez choisi d'inviter Jim Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous travaillez notamment sur les questions de migration et les questions ethno-raciales aux États-Unis. Vous avez publié À la poursuite des illégaux, politique et mouvements anti-immigrés aux États-Unis. C'était paru en 2012 aux éditions du Croquant. Et vous avez aussi récemment participé à un ouvrage collectif dont on va reparler pendant ces 45 minutes qui s'appelle « Ce que les musulmans et les Mexicains ont en commun aux frontières identitaires de l'espace national en France et aux États-Unis ». C'est paru chez Cartala. Question qui nous travaille et où la comparaison effectivement de outre-Atlantique est particulièrement intéressante. Rokhaya, je te laisse commencer. Alors oui, je voulais vous recevoir Jim Cohen parce qu'il y a énormément d'idées reçues au sujet des États-Unis, notamment sur le fait que ce soit une terre d'immigration. Alors, j'ai appris qu'il y avait 10 à 11 millions de sans-papiers aux États-Unis, ce qui, rapporté à la France, serait comme s'il y avait 2 millions de sans-papiers en France. Et il y aurait aussi 300 000 à 400 000 expulsions chaque année. Comment expliquez-vous ces chiffres aussi énormes ? Écoutez, je pense que si la première question est de savoir si les États-Unis restent, malgré tout ce que vous venez d'évoquer, un pays d'immigration, la réponse est oui, parce qu'il y a une immigration légale qui continue et qui reste importante chaque année, et qui tourne autour de 800 000, 900 000, 1 million chaque année, entre regroupement familial et autres immigrés admis. Alors qu'il y a aussi une immigration historiquement parallèle où il y a un auteur bien connu dans ce domaine qui s'appelle Aristide Zolberg, sociologue politiste qui explique, et je suis d'accord avec cette analyse, nous sommes nombreux à reprendre à notre compte ce type d'analyse parce qu'il y a ce qu'il appelle métaphoriquement la grande porte et puis il y a la porte arrière. La porte arrière, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement le Mexique, c'est une migration, et les pays proches de la périphérie sud, proche des États-Unis, c'est une immigration de travail, et c'est une immigration qui a longtemps fonctionné, qui fonctionne encore beaucoup aux limites floues, si vous voulez, entre l'immigration légale et illégale. On joue sur le danger de mise en illégalité pour contrôler une immigration et la discipliner en quelque sorte, et ça fonctionne comme ça depuis bientôt un siècle, mais avec des avatars, avec des étapes historiques qui sont intéressantes à suivre. Mais 10 millions, c'est astronomique quand même. Comment 10 millions, c'est en fait le sommet a été atteint selon les meilleures estimations, en tout cas autour de 2007-2008, où il y aurait eu, selon la Pew Center, qui fait les meilleures recherches sur la question, entre 12 millions et 13 millions. C'est descendu légèrement parce que la conjoncture économique a dissuadé beaucoup de gens de venir. Et les expulsions aussi continuent de bon train, un petit peu moins l'année dernière, mais sous Obama, ça tourne autour de 400 000. 400 000 par an? Oui, et déjà sous Bush, à partir de 2006, on est monté très, très vite vers les 300 000, 400 000. C'est une affaire évidemment très controversée. Et justement, vous évoquez 2006, qui est une date assez importante en termes d'enjeux sécuritaires, avec notamment le département Homeland Security et d'autres institutions qui, selon vous, ont bafoué le droit et violé les droits d'un certain nombre d'immigrés qui ont été attaqués. En 2006, pour évoquer cette année-là, il s'est passé beaucoup de choses, mais une des choses qui s'est passée, c'est que à cette époque, l'administration Bush démarrait une politique de raids spectaculaires dans des usines et autres lieux de travail où on avait repéré beaucoup de travailleurs sans papier et on les embarquait par centaines. Il se passait ça en 2006. Mais c'était pour l'opinion ou il y avait une raison particulière ou c'était pour l'opinion? Alors, il faut replacer ça dans le contexte de ce qu'était la politique de Bush au début de son mandat et ce que
ce que son orientation est devenue. Parce qu'au début, on a beaucoup dit, il était pour ce qu'on appelle, dans le jargon politique de Washington, il était pour une version de la réforme globale de l'immigration. Comprehensive Immigration Reform. Il était même brièvement en pourparlers avec l'État voisin, avec le Mexique, jusqu'au 11 septembre, où toutes ces négociations sont tombées, disons, à l'eau. Tout ça a été gelé par les exigences sécuritaires de l'après 11 septembre. Mais Bush, à l'origine, était pour un arrangement qui aurait permis à la majorité de ces sans-papiers d'avoir un statut. Ça a été abandonné et il a dû s'adapter politiquement au fait qu'il était, en gros, débordé sur cette question, sur sa droite par les élus de son propre parti. Oui, parce qu'on peut quand même se poser la question, quel est le lien entre le 11 septembre et un accord avec le Mexique? Il n'y avait pas beaucoup de Mexicains dans les avions qui ont percuté les tours le 11 septembre. Bien sûr, non, c'est ça. Et même, il y a des spécialistes qui disent que s'il faut à tout prix surveiller une frontière contre un danger d'entrée de terroristes, ce serait plutôt la frontière canadienne, mais on s'excite beaucoup moins autour de la frontière canadienne. On l'a blindée aussi, mais plus discrètement, alors que tout le spectacle est fait autour de la frontière sud avec le Mexique. Parce que on évoque un danger de débordement, d'invasion, et en entretenant aussi des sentiments un peu plus explicitement racistes à l'égard des Mexicains et de ceux qui viennent du Sud. Et vous effectuez vos recherches sur le terrain, en particulier sur l'Arizona. Quelles sont les particularités de cet État? Cet État est particulier pour diverses raisons et j'étais attiré vers ce terrain. Qui est dans le sud des États-Unis. Oui, c'est le sud-ouest, ce qu'on appelle le sud-ouest, parce que le sud, quand on me dit le sud des États-Unis, c'est surtout le sud-est, c'est le vieux sud, esclavagiste, etc. Mais le sud-ouest, l'Arizona est un État qui était incorporé comme territoire des États-Unis au moment de la guerre contre le Mexique, une guerre de conquête. Et ensuite, le dernier petit morceau du sud de l'Arizona a été acheté pour compléter la conquête. Et c'est une zone qui était assez peu peuplée à l'époque, mais le peuplement qu'il y avait était un peuplement de Mexicains et d'indigènes. Et c'est un État évidemment frontalier aussi. Alors si on parle de l'Arizona ces dernières années, c'est d'abord pour la raison suivante. Ce qui a vraiment déclenché le rôle important joué par l'Arizona dans les traversées de la frontière, c'est le fait qu'à partir du début des années 90, déjà bien avant le 11 septembre, on commençait à militariser la frontière et à construire des morceaux de murs au sud de San Diego. Ce qui a eu pour effet, on a beaucoup dit, et c'est très documenté, ce qui a eu pour effet de pousser les gens qui devaient traverser à pied, dans l'illégalité, vers des zones plus désertiques, beaucoup plus dangereuses, et l'Arizona s'est retrouvé en premier, comment dit-on, en première ligne, voilà. Il se trouve aussi que l'Arizona est gouverné depuis pas mal d'années soit par des démocrates relativement durs et sécuritaires, c'était le cas de Janet Napolitano, gouverneur qui est devenu chef de la sécurité intérieure après, ou par des républicains encore plus montés contre l'immigration illégale et qui prennent des mesures localement. Et donc l'Arizona s'est trouvé en première ligne aussi sur le front des pouvoirs que les États fédérés, les 50 États, peuvent s'arroger pour lutter contre l'immigration illégale ou contre les personnes soupçonnées d'être en situation irrégulière, alors que cette fonction de contrôle de l'immigration est censée a toujours été constitutionnellement une fonction de l'État fédéral. Quand les États fédérés s'y mettent et les municipalités et les comtés s'y mettent, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal, c'est qu'il y a quelque chose de déréglé à l'échelon fédéral qui fait que des États se sentent obligés de prendre en charge la question de l'immigration. Et en Arizona, on a bel et bien pris en charge l'immigration, mais de façon particulièrement répressive. Ils ont montré un peu le modèle en la matière, qui a été suivi par quelques autres États. Et justement, vous parlez de prendre en charge cette question. Il se trouve qu'il y a eu des mobilisations extrêmement importantes de la part d'immigrés, notamment en 2006, où des millions d'immigrés, donc une grande partie étaient sans papier, se sont mobilisés, ce qu'on ne trouve pas forcément d'équivalent dans notre pays. Comment vous expliquez que aussi massivement des immigrés, dont certains qui étaient dans une situation juridiquement précaire, ont pu se mobiliser Je me suis beaucoup
poser ces questions, on était nombreux à se poser ces questions. Il y a maintenant toute une génération de jeunes sociologues qui sont beaucoup penchés sur ce mouvement cette année-là. Il y avait une journée sans latino, par exemple. Il y avait une journée sans latino, il y en avait plusieurs. D'accord. Selon les villes, il y a eu aussi des méga marches et des manifestations entre 700 000 et 1 million autour de la mairie de Los Angeles. À Dallas aussi, de façon surprenante, ils étaient des centaines de milliers. Chicago était l'autre haut lieu. À New York, c'était un peu plus faible, mais de façon très surprenante, dans des endroits plus isolés, où les immigrés eux-mêmes étaient en état d'isolement, il y a eu quand même des mobilisations. Pourquoi ce qui a déclenché cette mobilisation, qui avec le recul apparaît comme vraiment assez exceptionnel, l'orage parfait, ce qui a déclenché ça, c'était un projet de loi que la Chambre des représentants venait de voter en décembre 2005, que le Sénat n'a pas repris, parce que le Sénat était démocrate et la Chambre républicaine est en train de déborder Bush sur sa droite sur ces questions. La Chambre a voté donc un projet de loi qui rendait encore plus illégal, pour ainsi dire, le statut d'immigré illégal, qui criminalisait le fait d'être en situation irrégulière, parce que jusqu'alors, le fait d'être en situation irrégulière relevait du droit, et relève toujours du droit civil et non pas du droit criminel, mais ce projet proposait de criminaliser à la fois le fait d'être en situation irrégulière et le fait d'aider. Il y avait aussi un délit de solidarité qui était inscrit dans ce projet et plein d'autres choses encore. Le mur, qui a fini par être réglé dans un autre projet de loi séparé qui a été voté par les deux chambres. Bon, donc c'est ce projet de loi qui a fait peur aux immigrés et on en parlait beaucoup à la radio. Les disques jockeys des stations de radio en espagnol à Los Angeles ont joué un rôle important dans le déclenchement de cette mobilisation, ainsi que l'archevêque de l'église catholique de Los Angeles, qui a tiqué quand il a vu le projet et il a dit toute sa colère devant ce projet indigne et bon, il a été suivi par des centaines de milliers de gens qui ont pris le risque de s'exposer. Alors on peut effectivement peut-être regarder maintenant une vidéo assez récente, hein, ça date du mois de novembre, dont on va vous demander, je pense, si c'est l'aboutissement et de cette mobilisation et de ce qui a pu évoluer entre la présidence Bush et la présidence Obama. D'accord. My fellow Americans, tonight I'd like to talk with you about immigration. For more than 200 years, our tradition of welcoming immigrants from around the world has given us a tremendous advantage over other nations. But today, our immigration system is broken, and everybody knows it. It's been this way for decades. And for decades, we haven't done much about it. But until that happens, there are actions I have the legal authority to take as president, the same kinds of actions taken by Democratic and Republican presidents before me, that will help make our immigration system more fair and more just. After all, most of these immigrants have been here a long time. They work hard, often in tough, low-paying jobs. They support their families. They worship at our churches. Many of their kids are American-born or spent most of their lives here. And their hopes, dreams, and patriotism are just like ours. Donc c'était en novembre dernier. Vu d'ici, un discours venant d'un haut responsable politique a l'air quand même assez incroyable. Et pourtant, vous dites que de Bush à Obama, il y a un changement à la marge, mais une continuité dans les politiques migratoires. Et on dit beaucoup qu'Obama a expulsé davantage d'immigrés que ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Alors, l'administration Obama a effectivement plus expulsé. Déjà, les niveaux ont explosé sous Bush fils et ensuite ont augmenté par rapport à ce plateau autour de 300 000, vers les 400 000. Ça, c'est un fait. Et je pense que dans une certaine mesure, les historiens le diront. Il va falloir qu'on dépouille des archives d'ici quelques décennies pour savoir ce qui s'est passé réellement, mais je pense que d'une certaine façon, une machine à expulser s'est emballée et l'administration Obama ne contrôlait pas parfaitement le processus parce que bien souvent, localement, il y avait des complicités et des collaborations très officielles, permises par la loi fédérale, entre entités locales et fédérales pour rendre plus efficace la machine à surveiller, à arrêter et à mettre entre les mains des autorités fédérales pour expulser. Alors, là où il y avait controverse, et l'administration Obama a été
pas toujours dans la bonne foi, à mon avis. Ça s'est un petit peu amélioré ces derniers mois, mais en gros, ce que l'administration Obama prétendait faire, c'était de n'expulser que les personnes qui devaient être expulsées en raison de leur casier judiciaire et de leur criminal record, des preuves qu'ils avaient faites d'être des personnes dangereuses. Ceux-là, on veut bien les expulser vers leur pays d'origine, Mexique, Salvador, etc. Mais on va garder, on va dire aux autorités fédérales, de la Homeland Security et des entités qui s'occupent de la sécurité, de la question d'immigration. Oui, parce que juste pour préciser, on peut se dire que soit il y a une contradiction assez flagrante entre annoncer la régularisation de 5 millions d'illégaux, ce qui est quand même un geste vraiment très impressionnant, et le fait d'être un champion des expulsions. Ou alors, on peut se dire que finalement, il y a une volonté de trier entre guillemets, les bons et mauvais illégaux, comme on avait à quelques époques voulu trier entre les bons et les mauvais pauvres. D'autant plus qu'un certain nombre d'étudiants, avec le DREAM Act, ont été aussi régularisés. Donc là, on est plutôt sur de l'immigration qualifiée, très qualifiée. Alors, pour aller plus directement vers une réponse globale à la question que vous avez posée, je pense que Obama aurait signé une version de la réforme globale de l'immigration donnant un statut à beaucoup de personnes en situation irrégulière s'il avait pu, mais comme il est bloqué là-dessus parce qu'il n'y a pas de projet de loi qui émane du Congrès et il n'a aucun espoir de l'obtenir, il a pris l'initiative en 2012, initiative amplifiée en novembre dernier, qui consiste à utiliser son autorité exécutive sans avoir recours au Congrès pour donner un statut temporaire, parce que constitutionnellement, on ne peut pas faire plus, mais il peut donner un statut temporaire de soulagement, en quelque sorte, à des immigrés en situation irrégulière. Il a commencé en 2012 avec les jeunes, entre 15 et 31 ans, qui étaient venus en bas âge avec leurs parents, sans savoir, quand ils étaient si petits, qu'ils étaient en situation irrégulière. On a donné d'abord une chance à ceux-là, et ensuite, la mesure a été amplifiée pour couvrir aussi les parents de ces enfants-là, en 2014, ce qui aurait couvert peut-être, qui aurait permis d'intégrer jusqu'à la moitié des 10 ou 11 millions. Et pourquoi il a fait ça? Alors, le timing était exquis chaque fois, c'était électoralement calculé. Une fois juste avant l'élection présidentielle, pour bien récupérer le vote latino, ce qui était un succès. Mais on peut aussi déconstruire cette notion de vote latino, on peut aussi parler de ça. Et ensuite, en novembre 2014, en fait, il a fait attendre cette mesure jusqu'après les élections perdues pour faire quelque chose d'assez audacieux à un moment de sa présidence où il devient intouchable parce que de toute façon, il est canard boiteux, il est lame duck et il peut prendre cette mesure maintenant avec toute impunité, sauf que il est bloqué. Cette mesure qu'on vient d'évoquer de novembre, qui couvre aussi les parents, est en train d'être bloquée par un juge fédéral qui siège au Texas et qui a dit il y a quelques semaines que non, le statut constitutionnel de cette mesure est discutable. Donc les personnes qui pensaient qu'ils allaient être soulagés par cette mesure doivent attendre, ils sont dans l'expectative. Et si un président républicain est élu à la place de Hillary Clinton en novembre 2016, on peut vraiment se demander si cette mesure temporaire va devenir une mesure permanente ou non. Il y a le danger que non. Et en même temps, on peut s'interroger, sachant que le poids du vote latino, du vote dit latino, est croissant. On sait que les personnes qui veulent se présenter à l'élection présidentielle doivent en tenir compte, donc qu'ils soient républicains ou démocrates. Est-ce qu'aujourd'hui, un président américain peut se permettre de continuer à avoir des politiques migratoires agressives, sachant que beaucoup de latino-américains sont touchés indirectement par des biais familiales, par l'effet des politiques migratoires qui touchent beaucoup les latinos? Oui, alors il y a une bataille au sein du Parti républicain pour l'âme de ce parti par rapport aux immigrés et par rapport aux latinos, parce qu'il y a ceux qui disent, et qui essayent de voir la chose avec un peu de distance et un peu de vision, ils disent, si on veut récupérer une part plus importante du vote latino, il faut qu'on ait l'air d'être moins agressif avec les immigrés, qui sont nombreux à avoir des familles installées aux États-Unis, citoyens ou immigrés légaux. Donc notre position très agressive par rapport à l'immigration illégale ne peut pas tenir. On va perdre tout ce monde, ils iront voter démocrate.
Oui, démographiquement, ça semble un suicide électoral. Mais néanmoins, cette ligne-là est débordée encore une fois sur sa droite au sein du Parti républicain par une base active qui ne veut pas entendre parler d'une légalisation ni d'un seul immigré en situation irrégulière. Donc, ça ne passe pas. Et beaucoup disent, même à l'intérieur du Parti républicain, qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied, qu'on se prive de cet électorat. Parce que c'est la population en extension, la population latino aujourd'hui. Donc, se priver de ce vote, il y a beaucoup de gens qui disent que le Parti républicain ne reviendra jamais au pouvoir s'il ne change pas. Pour complexifier encore un petit peu l'analyse de la situation, prenons le cas du Nouveau-Mexique qui a maintenant une gouverneure, Susana Martinez, qui est une ex-démocrate devenue républicaine et qui assume. Je pense qu'elle fait partie de ceux qui mènent discrètement au sein du Parti républicain un débat sur l'immigration, mais qui publiquement défend la ligne dure. Il est vrai aussi que le Nouveau-Mexique est beaucoup moins touché par les traversées de la frontière que l'Arizona. Et est-ce que c'est juste de réduire la question de l'immigration clandestine ou illégale à la question des latino-américains? Parce qu'on a l'impression que, là on parle depuis tout à l'heure que des immigrés d'origine latino, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'immigrés de À 80% c'est le pays. cas. D'accord. À 80%. Entre Mexicains et Centro-Américains, on arrive déjà à plus de 80%, et les autres existent. Parmi d'autres, des Chinois, des Coréens, des Philippins et même des Canadiens. On n'en parle pas beaucoup. Encore une fois, on ne s'intéresse pas à cette frontière. Les Français de Manhattan. Vous parlez aussi de la racialisation des Mexicains en disant que en fait, les autres catégories qui ont immigré, les Juifs, les Irlandais, les Italiens, ont peu à peu rejoint la majorité blanche. C'est-à-dire qu'au début, ils faisaient partie d'un groupe qui était considéré comme exogène, et peu à peu, au fil des décennies, ils sont devenus blancs, ils ont été blanchis. Et que ce n'est pas le cas des Mexicains. Comment vous expliquez cette particularité? En partie, c'est le cas, en partie, non. D'accord. Cette lutte existe, et cette tension existe dans la société américaine parce qu'il y a quand même pas mal de citoyens américains qui essayent, qui se veulent et qui essayent d'être indifférents à la couleur, colorblind, et qui considèrent les latinos comme parfaitement intégrables, si on veut. Mais il y a aussi, autour de la question de l'immigration irrégulière, se greffe tout un bloc de l'opinion qui est tenté par l'idée qu'ils ne sont pas comme nous, ils ne peuvent pas être comme nous, ils ne sont pas assimilables. Et quand on voit ça dans une perspective historique, on voit que cette tendance-là est une vieille histoire aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il y a une continuité parfaite, mais si on fait un peu l'archéologie du racisme anti-mexicain dans cette société, en remontant à la période justement de la conquête du Sud-Ouest, on voit qu'on n'a pas besoin de chercher très loin dans l'histoire de ce pays pour trouver des discours carrément racialisantes, de supériorité anglo-saxonne. Aujourd'hui, ça ne prend pas exactement cette forme-là. D'abord, on va évoquer la question du statut migratoire, mais ensuite, en grattant un peu, on verra que certaines des personnes qui militent pour l'expulsion et pour une surveillance beaucoup plus étroite, sont aussi tentés par des thèses du genre, ils n'ont pas la même culture que nous, chez eux ils peuvent rester et être contents. C'est un peu comme Le Pen père et l'Algérie. Mais justement, vous avez coécrit un livre qui s'appelle « Ce que les musulmans et les Mexicains ont en commun ». Et ce que vous dites évoque pas mal les discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur les musulmans qui seraient dans un processus à la fois d'invasion et dans une culture qui serait inassimilable. Donc qu'est-ce qu'ils ont en commun finalement ces Mexicains d'Amérique et ces musulmans de France ou d'Europe? Alors j'ai repris à mon compte une comparaison que je n'ai pas inventée. Je m'inspire d'un auteur que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est le politiste sociologue Aristide Zolberg, qui a écrit, avec une collaboratrice dont le nom m'échappe, un article qui a fait date il y a une vingtaine d'années sur le thème « Comparons le processus d'intégration, incorporation on dirait en anglais, des latinos aux États-Unis et des musulmans en Europe, et on verra qu'on est confronté, disait-il, au même type de problème de déplacement problématique des frontières identitaires de ces pays, parce que pour que
pour qu'un pays comme la France découvre enfin la part musulmane d'elle-même, il faut du travail et des luttes, et de même aux États-Unis, repousser les frontières identitaires peut relever d'une lutte. Mais dans l'analyse de Zolberg, j'ai trouvé qu'il y avait une façon peut-être un peu trop bureaucratico-juridique de surveiller ces questions, et les vrais problèmes de discours, racialisants, n'étaient pas suffisamment posés. Donc j'ai repris ces comparaisons et je les poussé un petit peu plus loin. J'ai essayé de radicaliser un peu l'affaire. Et à grands traits, quelles sont alors les comparaisons qu'on peut faire et celles qu'on ne peut pas faire? Oui. Alors, on a affaire dans les deux cas à deux populations de taille importante et croissante, beaucoup plus importante et croissante, je pense, dans le cas des Latinos des États-Unis, qui sont aujourd'hui 50 millions, entre citoyens et non-citoyens, et qui sont appelés à représenter quelque chose comme 30% de la population nationale d'ici 2050. Bon. Et, en termes strictement statistiques, c'est un peu moins important, et d'ailleurs, on a le plus grand mal à compter les musulmans, réels ou présumés, avoués ou présumés, en France. Mais dans les deux cas, on a affaire à des phénomènes de refus et de méfiance qui font qu'on confondra souvent des personnes nées au pays et n'ayant d'autres citoyennetés que la citoyenneté du pays, les confondant avec des étrangers. On les considérait comme... Bon, vous connaissez l'histoire. Oui, c'est un peu le cas en France. D'ailleurs, nous sommes d'ici. Hein, et la façon nord-américaine de dire « d'ailleurs, nous sommes d'ici », c'est le célèbre slogan des Mexicains du Sud-Ouest qui dit nous n'avons jamais traversé la frontière, c'est la frontière qui nous a traversés. » Mais il y a des thèses aussi qui ressemblent à celles du grand remplacement. En France, effectivement, il y a des gens qui pensent que les musulmans sont dans un processus d'invasion et ont vocation à remplacer la population majoritaire. Et aux États-Unis, on entend dire qu'il y a une espèce de revanche sur la guerre américano-mexicaine et les Mexicains qui... C'est cette version vraiment radicalisée du refus des Mexicains comme Mexicains, en pensant à l'Alamo et en pensant à tout un passé révolu. C'est assez marginal. Il y a des néo-nazis qui essayent de mobiliser ça, mais ça ne marche pas très bien. On n'est pas au stade où nous en sommes en France avec la question de les auteurs ne vendent pas autant que Zemmour ou Renaud Camus. Mais il faut dire aussi qu'il y a... Il n'y a pas d'auteurs américains qui vendent sur ces thèmes autant que Zemmour ou Renaud Camus chez nous. Il y a eu le professeur Huntington qui est maintenant décédé et qui, dans son dernier livre affreux et abominable, qu'il faut lire quand même, mais je ne fais pas de censure, mais c'est un livre où il développe l'idée que les Mexicains, les Latinos en général, sont difficilement assimilables parce qu'ils n'ont pas compris que le vrai héritage du pays qu'il faut assumer, c'est ce qu'il appelle l'héritage anglo-protestant. Bon. Il a fait quelques émules, mais il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas quelque chose aussi dramatique sur ce plan aux États-Unis qu'en France. Et il faut dire aussi que pour expliquer cela, les Latinos en même temps s'installent, ils sont là depuis ceux qui ont des ancêtres déjà aux États-Unis depuis 2, 3, 4 générations, sont pleinement citoyens et jouent un rôle politique, exercent un pouvoir et ont une parole et une visibilité qui est chaque jour croissante, quoi. Donc ils se défendent. Mais alors, il y a quand même des drames qui ont lieu encore aujourd'hui aux États-Unis. Je vous propose de regarder une vidéo sur les derniers événements de confrontation entre citoyens et police et leurs conséquences. C'est un rapport qui scandalise l'Amérique. 6 mois après la mort de Michael Brown, tué par l'officier de police Darren Wilson, les conclusions de la commission d'enquête sont sans appel. Les officiers de police de Ferguson outrepassent systématiquement leurs droits. Ils contrôlent les gens sans motif valable, les arrêtent sans raison et font un usage excessif de la force. Dans cette communauté où 67% de la population est noire, les Afro-Américains représentent 93% des arrestations et 88% des cas d'usage de la force. Le harcèlement est systématique pour les infractions au code de la route, par exemple. Cette habitante de Ferguson, comme la plupart, croule sous les PV. Les policiers sont tout le temps derrière vous. Vous savez qu'ils sont en train de vérifier votre immatriculation. Ça rend nerveux, sans aucune raison. Et c'est de pire en pire.
Alors finalement, on voit que l'élection d'un président noir n'a pas forcément un impact positif sur l'amélioration du sort des Noirs, puisqu'il y a toujours des Noirs qui sont tués par des policiers blancs, et pour beaucoup, leur couleur de peau est entrée en ligne de compte. Quelle est votre analyse sur ça? Alors nous nous déplaçons maintenant vers la question afro-américaine, cette vieille question qu'on appelle historiquement depuis W.E.B. Du Bois the color line, le clivage de couleur. C'est une vieille affaire qui conditionne d'ailleurs, entre parenthèses, beaucoup ce qui se passe aussi entre latinos et la société ambiante. Mais pour en revenir à la situation de Ferguson et de beaucoup d'autres villes, je pense qu'on était quand même nombreux déjà en 2008, au moment de l'élection de Barack Obama, à dire écoutez, il y a des pesanteurs, on ne va pas magiquement vers une société post-raciale. Regardez le pourcentage de jeunes hommes noirs dans les prisons, c'est un indice qui ne va pas disparaître en 4 ans ni en 8 ans. Et pour que ça commence à disparaître, il faudrait une sacrée volonté de l'État fédéral en collaboration avec des entités locales. Et cette lutte-là n'a pas du tout été prise en charge. Ce que le département de justice, le ministère de justice à Washington est en train de faire dans les derniers mois de l'administration Obama, c'est de mener une enquête sur les faits particuliers de Ferguson pour montrer que oui, il y a une logique systématique de discrimination qui aboutit à des horreurs, mais qui s'explique aussi par le fait qu'on tolère certains types de propos au sein de la police et que, bon, on est en train de dire ce genre de choses et c'est une excellente chose. Il y a beaucoup de témoignages qui viennent à la surface maintenant parce qu'il y a des affaires qui se multiplient et on a thématisé cette question. Il y a un mouvement qui naît autour, il y a une jeunesse qui se mobilise beaucoup dans plusieurs villes autour des brutalités policières racistes. C'est assez encourageant, je dirais, d'autant plus qu'ils font les liens avec d'autres luttes ailleurs, jusqu'en Palestine. Bon, bref, il y a une prise de conscience importante. Mais évidemment que l'élection d'un président noir n'allait pas automatiquement modifier à la fois des chiffres structurels et un vécu post-colonial, enfin, et des questions post-raciales. Mais quand même, moi j'ai le sentiment, mais c'est pour ça que je vous pose la question, que pour ceux qui ont l'impression que ça n'a rien changé, et qui sont nombreux dans les rues de Ferguson ou d'ailleurs, il y a quelque chose d'autant plus désespérant. C'est-à-dire qu'on se dit que si un président noir n'a rien changé, bah, ça ne changera jamais, non? Je pense que pour mesurer ce qu'il faudrait changer pour qu'il n'y ait plus de Ferguson, plus de jeunes hommes systématiquement braqués par des policiers blancs, et pour qu'il y ait systématiquement ce sentiment justifié de la part des jeunes noirs que leur vie ne valent rien, il faudrait prendre en charge une question que l'administration Obama ne prend pas en charge et n'a pas les moyens de prendre en charge, c'est la militarisation des polices municipales. C'est une question d'infrastructure, c'est une question de fourniture d'un matériel de plus en plus militarisé aux polices. C'est un aspect de la situation en tout cas qu'il faudrait thématiser, prendre en charge et essayer de trouver des moyens de lutter contre ça. Je vois quelques auteurs, quelques sociologues et politistes bien avertis qui en parlent, qui essayent de faire un peu de bruit autour de ces questions, mais il n'y a pas de prise en charge politique que je vois de cette situation. Je pense que le mouvement que je viens d'évoquer est porteuse peut-être d'autres solutions, mais il faudra le temps. Ça sera pour l'après-Obama et on ne sait pas combien d'années. Je voulais vous montrer cette vidéo-là aussi parce que j'étais assez sensible au fait que dans un média français, on mentionne la couleur de peau du policier blanc qui était à l'origine de la mort d'une victime noire et que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais lorsque les mêmes événements se déroulent sur le sol français. Et vous vivez en France, vous connaissez bien la France. Il y a quelques semaines, on a eu le procès des 2 policiers qui ont poursuivi Ziad Benna et Bouna Traoré, qui sont morts dans un transformateur électrique il y a 10 ans à Clichy-sous-Bois, et c'est un fait qui n'a pas été très relayé dans les médias français. Et surtout, moi, j'ai jamais entendu personne parler de policiers blancs et de jeunes hommes arabes, noirs et d'origine turque. Donc, comment vous expliquez cette différence en fait de manière de verbaliser les choses entre la France et les États-Unis? C'est une certaine tendance puritaine, puritano-républicaine à la française qui explique ça. C'est-à-dire la volonté d'éviter à tout prix de nommer une question raciale, même quand ça vous prend à la gorge comme ça. Je pense qu'il faut... on n'a pas besoin de mettre complètement à bas tous les principes d'une république,
laïque et républicaine pour s'adresser directement au racisme. Je pense qu'il faut trouver un langage un peu plus franc. Et vous pensez qu'il y a quand même des choses qui sont similaires entre la France et les États-Unis sur la question des violences policières? Par exemple, depuis quelques années, on entend beaucoup de collectifs qui viennent sur le terrain parler de contrôle aux faciès. C'est une question qui n'a pas été abordée, enfin finalement affrontée par le gouvernement français. Est-ce qu'il y a des choses en commun ou ça vous semble éloigné? Je pense qu'il y a quelque chose en commun, mais pour dire exactement de quelle logique de marginalisation et de racialisation de la jeunesse on parle, je préfère parler sous le contrôle des spécialistes de terrain, des sociologues urbains qui connaissent bien la situation. Peut-on parler de ghettos racialisés en France? C'est une vieille controverse entre des gens comme Loïc Vacan et d'autres. C'est certain qu'il y a une jeunesse qui se sent exclue, c'est certain que des lignes de fracture identitaire renaissent. Je pense aussi qu'il y a des antidotes à ça dans la société française. Il y a quand même des... Comment dire? Peut-être que c'est une vue de l'esprit d'un Parisien qui est habitué à avoir une interaction très polie avec les gens tous les jours dans la rue et dans le métro. Mais je pense qu'il y a aussi un réflexe français qui serait un peu l'antidote de la racialisation type Front National, UMP, etc. Et qui consiste à savoir faire abstraction des origines quand il convient de faire abstraction des origines, tout en reconnaissant qu'il y a des moments où il y a des logiques de racialisation qui entrent en ligne de compte et qu'il faut prendre en charge et lutter même contre des racismes. Bon, c'est une ligne qui est difficile à définir dans le cadre du débat politique français, trouver le juste équilibre entre là où il faut faire abstraction et là où il faut prendre en compte. Je vois que les forces politiques françaises telles que je les connais ont le plus grand mal à ouvrir ce type de conversation. À aborder cette question même. Merci beaucoup, Jim Cohen. Merci vraiment beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « À la poursuite des illégaux, politiques et mouvements anti-immigrés aux États-Unis ». C'était paru en 2012 aux éditions du Croquant. C'était le dernier épisode d'Alter Echo, Rokhaya, mais cela ne veut pas dire qu'on n'entendra pas dans les prochains mois parler des questions que vous avez soulevées pendant ces 6 débats, ni de vous, dans Mediapart. Merci beaucoup.